Salut les terriennes et salut les terriens. C'est la seconde fois que les équations formulées par Albert Einstein, il y a presque un siècle, sont prises en faute. La première fois, il y a 85 ans, il avait fallu inventer l'existence d'une insaisissable matière noire censée baigner l'ensemble de l'univers pour sauver la théorie d'Einstein. Mais aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'une telle astuce suffise. Car en découvrant à partir de l'observation des galaxies une loi universelle qui contredit les équations du génial physicien, un astronome américain a mis l'œuvre de celui-ci au pied du mur. Soit il est possible de la dépasser pour qu'elle intègre la fameuse nouvelle loi, soit il faudra carrément s'en passer. C'est le grand moment fondateur de la cosmologie moderne. Le 25 novembre 1915, Albert Einstein présente pour la première fois au public sa théorie de la relativité générale. Elle est la suite logique de la relativité restreinte, publiée en 1905, où il s'attachait à décrire les liens intriqués entre les notions d'espace et de temps. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles relations spatio-temporelles sur la vieille théorie de la gravité, formulée 250 ans plus tôt par Isaac Newton, pour décrire cette force qui régit la ronde des astres et la chute des pommes? Au terme de 10 ans d'efforts, Einstein trouve la réponse en accouchant d'une équation mathématique effroyablement compliquée, mais suprêmement élégante. Désormais, la gravitation exercée par une masse n'est plus décrite comme une force d'attraction qui s'applique à la matière alentour, mais comme une modification de la trame de l'espace-temps. La masse crée autour d'elle une dépression spatio-temporelle qui force les corps à accélérer, un peu comme une boule sur un matelas creuse la surface et dévie les billes qui roulent dessus. Le moment est historique, Einstein et sa théorie deviennent les icônes de la science moderne et ainsi naît la cosmologie. Premier grand coup de tonnerre dans le ciel de la cosmologie moderne, d'après les mesures publiées par l'astronome suisse Fritz Zwicky en 1933, les galaxies des amas ne tournent pas comme le prévoit la sacro-sainte équation de la relativité générale. Cet affront résulte de l'étude d'un amas particulier, celui de Coma. En mesurant le mouvement des galaxies autour du centre de l'amas, Fritz Zwicky en déduit sa masse, via les lois d'Einstein. Et il compare ce résultat à celui issu de la brillance de l'amas. C'est là que ça se corse. Il y a une différence entre les deux valeurs d'un facteur 500. À la vitesse où elles tournent et étant donné la masse qui est censée les retenir, ces galaxies devraient être éjectées de l'amas. Comment expliquer cette anomalie ? La théorie d'Einstein restant intouchable, Fritz Zwicky postule l'existence d'une masse invisible qui ne participe pas à la brillance des astres, mais en contraint le mouvement. Il faudra attendre 40 ans pour que son idée finisse par s'imposer et qu'elle soit baptisée la matière noire. Einstein est sauf, mais son univers peuplé d'une mystérieuse substance a perdu de son unité. Second grand coup de tonnerre dans le ciel de la cosmologie, en observant 47 galaxies, l'astronome américain Stacy McGough vient de confirmer l'existence d'une étrange loi universelle. Qu'il s'agisse d'une spirale lumineuse ou d'une nébuleuse diffuse, la masse globale d'une galaxie semble en effet toujours proportionnelle à la vitesse des étoiles qu'elle contient à la puissance 4. Le problème est que cette loi ne cadre pas avec l'existence de la matière noire postulée depuis près de 85 ans. Car, en ne s'appuyant que sur le comportement de la matière visible pour décrire le mouvement des étoiles, cette loi implique que la matière noire se répartit de façon très homogène au sein des différents types de galaxies. Or, c'est exactement l'inverse que prévoit le modèle standard. L'anomalie est tellement énorme qu'elle fait vaciller la théorie centrale de la cosmologie, cette fameuse relativité générale. Après un siècle de respect pour les sacro-saintes équations d'Einstein, le temps de la remise en question pourrait bien être venu. Troublant, bizarre, étonnant. Tels sont les mots qui reviennent pour qualifier les observations réalisées par Stacy McGough, l'astronome de l'université du Maryland aux États-Unis. Depuis la parution de son article, les labos bruissent, la blogosphère s'affole et les spécialistes s'interrogent. Pourtant, l'affaire ne se résume au départ qu'à un simple graphe, comme il en paraît chaque mois des milliers dans la littérature scientifique.
en l'occurrence un ensemble de points traduisant la mesure de la masse de 47 galaxies et la vitesse de leurs étoiles. Mais ces points affichent la particularité de s'aligner presque impeccablement pour former une droite, prouvant que cette masse et cette vitesse sont liées. Et voilà qui suffit à faire trembler tout l'édifice de la physique fondamentale patiemment élaboré durant le XXe siècle, pour comprendre comment s'est formé l'univers, comment sont nées les premières particules, les premières étoiles, les premières galaxies, et comment se règle in fine le vaste ballet cosmique. En un mot, cette droite qui surgit du nuage de points est comme une flèche que Stacy McGaugh, au terme de 15 années de recherche, vient de décocher en plein cœur de toute la cosmologie, relativité d'Einstein incluse. Et il n'est pas dit que celle-ci puisse s'en relever aisément. Pourtant, cette droite n'est pas nouvelle, et lorsqu'il se penche dessus en 1994, Stacy McGaugh n'a pas du tout l'intention de remettre en question le modèle standard de la cosmologie, ni la sacro-sainte théorie de la relativité générale d'Einstein, qui trône en son centre, complétée par la fameuse matière noire, pure invention théorique, formulée en 1933, qui composerait 83% de la matière de l'univers, mais que personne n'a jamais observée. Au contraire, l'astronome, qui travaille à l'observatoire de Cambridge en Grande-Bretagne, a l'ambition de montrer que cette droite, qui semble coller aux données pour un certain type de galaxie, ne colle pas pour les autres. C'est en tout cas ce que prédisent ces calculs basés sur le modèle standard. Il faut dire que la droite en question est une relation empirique publiée en 1977 par deux astronomes américains, Brent Tully et Richard Fisher, qui lient la luminosité des galaxies et la vitesse de rotation de leurs étoiles. Cette loi de Tully-Fisher avait été déduite des observations dans les galaxies spirales, semblables à la Voie lactée, précise Stacy McGaugh. Elle nous disait qu'en connaissant la lumière d'une galaxie, et donc la masse de sa matière visible, on peut en déduire le mouvement de ses étoiles et vice-versa. Or, cette loi n'est guère compatible avec la vision standard de l'univers, car les étoiles s'animent sous l'effet de la masse de matière visible, mais aussi de celle de la matière noire, laquelle est considérable. Pourquoi dès lors le ballet des étoiles devrait-il être régi que par la seule matière visible ? Dans les galaxies spirales, précise une fois plus Stacy McGaugh, car tout est là, cette loi indiquait que dans ce type de galaxie, matière noire et matière visible étaient toujours distribuées de la même manière, sauf qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elles fonctionnent dans les autres galaxies, au contraire. À l'époque, l'astronome s'intéresse à un type spécifique de galaxie, faiblement brillante, située dans la grande banlieue de la toile cosmique. Elles ressemblent à des galaxies spirales, mais elles contiennent beaucoup moins d'étoiles par unité de volume, précise le chercheur. Et dans ces galaxies à faible brillance de surface, mes simulations basées sur le modèle standard cosmologique et tenant donc compte de la présence de matière noire prédisaient justement de gros écarts avec la loi de Tully-Fisher. En somme, et cela paraissait logique, le modèle prédisait que la matière noire et la matière visible étaient organisées différemment dans ces galaxies que dans les spirales. Le chercheur a toute confiance en son modèle, même si cette idée purement spéculative de matière noire ne l'a jamais vraiment convaincu. J'ai toujours trouvé que postuler la présence d'une mystérieuse masse invisible était un peu artificiel, mais à l'époque, je n'avais aucun doute, se rappelle Stacy McGaugh. Les indices de la présence de la matière noire étaient nombreux et l'on n'avait aucun autre moyen de décrire ce qu'on observait. Seulement, l'astronome a beau y regarder à 10 fois, ses observations ne correspondent pas du tout à ce qu'il attendait. Les étoiles de ces galaxies semblent vérifier parfaitement la loi de Tully-Fisher, celle-là même qu'il avait en tête d'abolir. Sa surprise est totale. Il pense d'abord à une erreur dans ses simulations et entreprend de modifier des dizaines de paramètres pour en faire émerger la loi. Mais rien n'y fait. Je ne parvenais jamais à retrouver cette relation dans mes simulations, raconte-t-il. C'était comme s'il n'y avait pas de matière noire, que seule l'attraction de la matière visible agissait sur les étoiles et les mettait en mouvement, mais selon les lois différentes de celles de Newton. Et justement, après des mois d'essais infructueux, le chercheur tombe sur les travaux d'un astrophysicien israélien, Mordechai Milgrom, auteur d'une théorie rédigée plus de 10 ans auparavant, qui postule que la matière noire n'existe pas et que le défaut de masse dans l'univers est dû à une modification de la gravitation. Dans cette théorie newtonienne de gravité modifiée, baptisée monde, au lieu de laisser la force d'attraction entre les objets décroître suivant le carré de leur distance, comme le prévoient Newton et Einstein,
Milgrom imagine qu'en dessous d'une accélération de 10 exposant moins 10 mètres par seconde carrée, la gravitation diminue beaucoup moins rapidement. En clair, selon Monde, la gravitation sur les bords des galaxies est plus forte que dans la théorie d'Einstein, et cela suffit à ce que la loi de Tully-Fisher se vérifie naturellement, résume Stacy McGough. Sans savoir que j'étais ni sur quoi je travaillais, Milgrom avait donc décrit en quelques lignes tout ce que j'observais. Presque à son corps défendant, le chercheur est alors obligé de considérer Monde comme une explication possible de ses observations. J'ai été très surpris de voir que cette théorie prévoyait un phénomène que le modèle cosmologique, au demeurant si complet, échouait à expliquer. Mais j'ai bien été obligé de m'y faire. McGough décide donc de mettre Monde à l'épreuve. Si Milgrom a raison, la loi de Tully-Fisher doit être universelle. Pour le savoir, il faut donc mesurer la luminosité et la vitesse des étoiles dans un grand nombre de galaxies. C'est à cette vaste tâche qu'il va s'atteler, 15 années durant, en constatant à chaque fois que la loi est bien vérifiée. Sauf que jusque-là, les tenants du modèle cosmologique standard ne s'alarmaient pas. Certes, ces derniers ne parvenaient pas à retrouver la loi de Tully-Fisher à partir de leur simulation de la naissance des galaxies, mais ils s'en approchaient. Et ils expliquaient que la formation des galaxies était une véritable gageure à simuler. L'incapacité de leur modèle à coller aux observations n'était pas une preuve qu'ils faisaient fausse route. Comment se forme une étoile? Comment les gaz se condensent? Comment leur trou noir central éjecte de la matière et chauffe les gaz qui l'entourent? Énumère Gary Mamon de l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est une physique très complexe et nous sommes loin d'avoir tout découvert. Personne ne pensait donc que la loi de Tully-Fisher, vérifiée par quelques galaxies, pouvait faire chavirer Einstein. D'autant moins que les observations de McGough étaient contestées à cause de leur manque de précision. Il y avait de grandes incertitudes sur la masse des galaxies, car elle était déduite de la masse des étoiles, qui est elle-même difficile à évaluer avec précision, explique Benoît Famey de l'Observatoire de Strasbourg. Sur les courbes de McGough, les barres d'erreur étaient tellement grandes que cela ne prouvait pas grand-chose jusque-là. Oui, jusque-là, car en ciblant des galaxies riches en gaz et très peu denses en étoiles, les mesures publiées en mars 2011 par l'astronome américain ont d'un seul coup levé les doutes concernant leur fiabilité. Dans ces galaxies, la masse des étoiles est négligeable devant le gaz. Or, la masse de ce dernier est très facile à évaluer précisément. Le flux de particules de lumière que nous captons avec le télescope nous donne directement la quantité de matière. Il n'y a donc plus aucune ambiguïté. Stacy McGough a observé 47 de ces galaxies de gaz et le résultat est tombé. La loi de Tully-Fisher se vérifie à chaque fois. La droite empirique n'en finit pas de se prolonger. Ces mesures précises concernent de petites galaxies qui n'avaient jamais été étudiées. Désormais, on peut le dire, cette loi est vérifiée pour tous les types de galaxies, s'enflamme Françoise Combe, astronome à l'Observatoire de Paris. Qu'il s'agisse de spirales aux bras tentaculaires, de nébuleuses elliptiques ou de nuages informes, qu'elles aient subi beaucoup de supernovas ou peu, toutes répondent à la même loi. C'est un rude coup porté au modèle standard de cosmologie, constate la chercheuse. Certains spécialistes de la matière noire ne désarment pas. Les modèles de formation de galaxies sont proches des observations. En prenant en compte plus de phénomènes physiques dans nos simulations, comme le rayonnement par exemple, nous pourrions y arriver, assure Gary Mamon. Mais nombre d'astronomes admettent qu'ils ont un problème, il y a une contradiction. D'un côté, le modèle cosmologique nous dit que la formation des galaxies est extrêmement complexe, presque chaotique. Et de l'autre, nous voyons que toutes les galaxies, si différentes soient-elles, répondent à une même loi. C'est ce qu'on appelle une anomalie. Pourquoi les galaxies, alors qu'elles ont toute une histoire différente, s'arrangent-elles pour reproduire cette loi? C'est incompréhensible, s'exclame Luc Blanchet de l'Institut d'astrophysique de Paris. A priori, je doute qu'ajouter de la complexité dans des simulations soit la bonne méthode pour aboutir à une loi universelle, renchérit Benoît Famey. Et si les spécialistes de la matière noire sont évidemment on ne peut plus réticents à l'idée de remettre en question un modèle qui décrit presque tout l'univers, ils doivent néanmoins l'admettre, la loi de Tully-Fisher marche trop bien pour être le fait du hasard. Lucie Déhonnette, Simon White, astronome à l'Institut d'astrophysique Max Planck en Allemagne, est l'un des grands spécialistes de la matière noire, le reconnaît lui-même. Ce travail met en exergue un comportement très singulier et systématique des galaxies, qui mérite d'être étudié. Il est clair qu'il y a quelque chose ici à comprendre. Faut-il alors revoir les lois d'Einstein et abandonner la matière noire comme le soutient Mordechai Milgrom,
ou un nouveau raffinement des lois du modèle standard suffirait-il pour expliquer l'étrange mouvement des étoiles dans les galaxies? Le débat ne cesse d'enfler et des pistes de réflexion se dessinent. Mais le doute est là, d'autant plus que les détecteurs ont beau traquer depuis 20 ans les mystérieuses particules de matière noire, ils n'ont toujours pas capté le moindre signal. Et que les premières expériences menées depuis quelques mois dans le plus grand des accélérateurs de particules, le LHC au CERN, n'ont pour l'instant rien détecté non plus. La physique est bel et bien à un tournant de son histoire. Sauvée de justesse en 1933 par l'ajout d'une matière noire, les lois d'Einstein sont cette fois au bord de vaciller, et avec elles toute la cosmologie moderne.